22 avril, c'est la date choisie par les Nations Unies pour la Journée de la Terre. Et cette année, cette journée de sensibilisation en problématiques écologiques est bien particulière puisqu'elle fait suite aux accords de Paris. Simon Roger, on parle effectivement du 22 avril comme le premier grand rendez-vous depuis la COP21, mais pourquoi ? Il faut bien avouer qu'après le succès diplomatique de la COP21 en décembre à Paris, les premiers mois de l'année 2016 ont été relativement calmes. Le 22 avril est donc une date importante parce que c'est le premier rendez-vous à New York, au siège des Nations Unies de l'ONU à New York, des 195 États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Ces pays ont rendez-vous donc avec le secrétaire général Ban Ki-moon pour signer le registre des signatures donc, de l'accord de Paris. Ils ont un an pour le faire. Simplement, le 22 est une date importante puisque plus nombreux seront les pays à être présents le 22 avril, plus le signal politique sera donc fort au niveau de la communauté internationale. C'est une cérémonie qui sera véritablement décisive pour cette entrée en vigueur des accords de Paris ? Ça sera, si la mobilisation est au rendez-vous, un signal politique fort. Maintenant, on ne peut pas considérer ça comme une étape décisive parce que l'étape décisive, finalement, c'est celle de la ratification de l'accord de Paris. La ratification, déjà, il y a une règle qui a été fixée par les Nations Unies donc en décembre, c'est que le texte entrera en vigueur une fois seulement que 55 pays, représentant collectivement 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, auront donc ratifié le texte. Et selon certains négociateurs, on estime que cette ratification sera achevée probablement en 2017 ou sinon en 2018. Et est-ce que la France, qui donc préside la COP jusqu'en décembre, elle a un rôle à jouer dans cette dynamique justement ? L'équipe française en tout cas s'anime, s'agite, on pourrait presque dire. Simplement il y a une vraie difficulté, c'est celle de la désorganisation de la diplomatie climat au sens large, parce qu'en fait les principaux, les acteurs clés, les architectes du succès de la COP21 sont tous ou partis ou sur le point de partir. Donc Laurence Fabius n'est plus là puisqu'il a pris la présidence du Conseil constitutionnel. Christiana Figueres, qui est la patronne de la CNUC, va partir puisque son mandat se termine en juillet de cette année. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a toujours été très actif, qui a mis le climat comme l'une des priorités de son mandat en tant que secrétaire des Nations Unies, va aussi achever son mandat en fin d'année. Et Laurence Lubiana, qui est donc un autre acteur clé de ce dispositif, a failli à un moment claquer la porte. Alors concrètement, on en est où dans la mise en œuvre des décisions prises en décembre dernier ? C'est vrai qu'il n'est pas facile de voir un peu où en est l'accord de Paris, donc qui a été adopté en décembre. Tout simplement parce que les signaux envoyés par les grands États sur ces questions sont des signaux souvent contradictoires. Prenons un exemple, les États-Unis, qui est donc l'un des plus gros acteurs dans la mesure où les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre de la planète après la Chine. Les États-Unis, fin février, par la voie de la Cour suprême, décident de suspendre le plan Obama, qui est un plan globalement pour réduire les émissions de CO2 des centrales électriques. Quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard, les États-Unis et la Chine, premier émetteur mondial, décident d'aller plus loin et justement de pousser des initiatives en faveur de la décarbonation de l'économie mondiale. Donc là, un pas en avant, un pas en arrière, deux signaux qui sont relativement contradictoires. Autre exemple, celui de l'Union européenne, plus près de chez nous, donc les 28, avec des pays qui sont très mobilisés en la matière, un pays comme l'Allemagne, qui aimerait que l'Union européenne prenne des engagements plus forts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'autres pays, la Pologne par exemple, très dépendante du charbon, et qui, elle, freine des cas de fer pour qu'une révision à la hausse de ces objectifs n'ait pas lieu. Alors est-ce que la France se montre exemplaire là-dedans ? La France n'est pas exemplaire en la matière, même si le discours politique français le laisse croire de temps en temps. Prenons un exemple tout simple, celui de Notre-Dame-des-Landes. Peut-être une épine dans la chaussure de Ségolène Royal, en tout cas un dossier majeur pour le gouvernement actuel. Si le projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes voyait le jour, ça serait clairement un projet qui est incompatible avec les engagements pris à Paris d'avancer au contraire vers une économie plus sobre en carbone. Merci Simon Roger pour toutes ces précisions. Et pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à consulter les pages du Monde et du Monde.fr. Bonne lecture.